Allez, les 9h02, je viens de vous partager l'écran, donc en principe, ça doit être efficace pour tout le monde. Je vous propose qu'on démarre. En effet, hein, comme toujours, on est dans ce format court, 30 minutes pour traiter d'une thématique. Aujourd'hui, en effet, la thématique concerne donc bien sûr les achats responsables au regard du label Destination d'Excellence. Donc voilà, pendant ces 30 minutes, on va surtout voir ensemble ce que sont déjà les achats responsables. Comment aussi on va formaliser aujourd'hui dans son entreprise, dans son office de tourisme, une politique d'achat responsable, d'achat durable. Et enfin, nous analyserons quand même, bien sûr, les critères concrets d'audit qui sont liés aux achats, avec à chaque fois quels sont les attendus, quelles sont potentiellement les preuves que vous avez à fournir et surtout les gains pour votre structure. Hop, allez, commençons déjà par la définition, parlons un peu des achats responsables. Alors, faire des achats responsables dans son entreprise, dans son office de tourisme, c'est plus que simplement faire attention à ce qu'on achète, hein. C'est une vraie démarche qui doit être structurée et qui prend en compte plusieurs éléments, bien sûr. Le premier, vous le connaissez, vous vous en doutez, c'est l'impact, bien sûr, environnemental de l'achat que vous allez avoir. L'impact aussi social. Donc, autour de l'impact social, c'est toutes les conditions de travail qui ont mené à la production du produit, du service, éventuellement le respect des droits humains, bien sûr, des entreprises qui vont collaborer, travailler avec vous, et malgré tout, quand même, aussi, bien sûr, de l'impact économique. Alors, dans l'impact économique, c'est surtout notamment au niveau local. Donc, c'est là où on va notamment parler aussi des notions dites de circuit court, générer en fait une économie sur son territoire, hein. Et ça, bien sûr, on va le voir au niveau des achats responsables, c'est sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie par rapport, bien sûr, à ce que vous achetez. C'est une logique qui est cohérente, notamment avec une politique RSE, et je sais que en Occitanie, vous êtes nombreux à aller dans ces dynamiques-là, et elle permet aussi d'aligner finalement, hein, son fonctionnement avec les attentes, bien sûr, de vos clients, de vos collaborateurs, des salariés de l'entreprise, et parfois même, et on le voit, hein, des financeurs, et donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et donc, bien sûr, une fois qu'on a posé le cadre de ce que sont les achats responsables, je vous invite, voilà, à travailler demain sur l'élaboration, hein, d'une politique d'achat responsable. Donc, comment ça se construit une politique d'achat responsable? Donc, je vous propose une méthodologie assez simple en 5 étapes. On va bien sûr un peu la détailler ensemble. Sachez également que par rapport à votre dynamique de démarche de progrès autour du label donc Destination d'Excellence, disposer en interne demain d'une politique d'achat responsable peut être le document qui vous permettra de répondre à un certain nombre de critères. On va bien sûr le détailler après. Donc, dans la méthodologie de rédaction, d'élaboration de votre politique d'achat responsable, la première étape, c'est l'identification des enjeux qui sont spécifiques finalement à votre entreprise, à votre activité. Alors, bien sûr, sur ces enjeux, ça revient un peu, pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires, aux enjeux que vous avez aussi déjà définis dans votre politique environnementale, hein, dans vos engagements environnementaux. Donc, on va attendre de vous dans ces enjeux d'identifier vos enjeux environnementaux, par exemple, tel que c'est noté, tout ce qui va être dans les enjeux, ça peut être la réduction des déchets, les consommations d'énergie sur lesquelles on va vouloir vraiment travailler. Au niveau, bien sûr, des enjeux sociaux, ça peut être, une fois de plus, le respect du travail humain, le travail décent, l'inclusion, sur lequel, là aussi, on va se positionner comme un enjeu fort dans la politique d'achat responsable. Et au niveau de l'économie locale, ça peut être le soutien aux fournisseurs proches ou solidaires, aux associations qui vont, là aussi, créer l'écosystème des parties prenantes autour de cette politique d'achat. Deuxième étape, bien sûr, de votre politique d'achat, c'est la définition des objectifs, toujours bien sûr concrets et mesurables. Très clairement, vers quoi on veut tendre. Donc, on veut avoir un certain nombre de produits qui sont labellisés à atteindre dans notre entreprise. On souhaite réduire notre empreinte carbone qui est liée au transport. On souhaite réduire le nombre de références pour une simplification, pour du multi-usage. Bref, c'est vraiment des exemples, mais ce sont les objectifs que vous devez définir dans une politique d'achat. La troisième étape, c'est la cartographie des fournisseurs. Vraiment poser un peu le cadre, hein, la carte de tous les fournisseurs avec lesquels déjà vous travaillez, qui sont déjà référencés dans votre entreprise. Et on va aller donc concrètement dans cette cartographie, les contacter les uns après les autres pour déjà identifier avec eux s'ils ont déjà en interne des pratiques RSE,
s'ils sont labellisés ou ils sont des engagements, des chartes en interne, les actions concrètes qu'ils mènent, pour là aussi avoir un tableau cartographié de tous ces fournisseurs avec déjà toutes les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place et qui, vous le verrez effectivement par la suite, va aussi nous aider à valider le maintien ou pas du référencement de ce fournisseur dans la politique d'achat responsable de l'Office de tourisme. La quatrième étape, c'est bien sûr le moment où il va falloir la rédiger, cette politique, hein. Une fois l'étape 1, 2 et 3, ce sont des éléments, des données de cadrage qui vont derrière nous permettre de rédiger. Donc, dans la rédaction de la politique, hein, je vous mets, elle commence par toujours, bien sûr, un point fondamental, c'est l'engagement, bien sûr, de la direction, ce vers quoi la direction veut tendre. Et donc, c'est dans cette partie-là, pardon, qu'on va retrouver notamment les fameux enjeux sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Ensuite, bien sûr, on retrouvera les objectifs annuels et les priorités par catégorie d'achat que vous souhaitez déployer au sein de votre entreprise. Et puis, bien sûr, dans cette politique, on va aussi avoir un élément qui est essentiel, c'est préciser les critères de sélection. Bon nombre d'entre vous fonctionnent aussi, par exemple, avec des appels d'offres ou des consultations, et dans lesquels, vous le savez, par exemple, sur les marchés publics, on a des critères de sélection qui vont permettre justement d'obtenir pour le professionnel, pour le fournisseur, une notation au regard de ces critères. La politique d'achat va venir là aussi bien encadrer tous ces critères que vous allez souhaiter mettre. Donc, je vous en ai mis un certain nombre à titre d'exemple, hein. Ça peut être sur l'origine des produits, que ce soit locale, nationale, européenne, le fameux Made in France, obligatoirement. Ça peut être de ne sélectionner des fournisseurs qui auraient tous un label ou une certification. Dans vos critères de sélection, ça peut être également des conditions sociales ou éthiques de production. Ça peut être aussi des critères liés à la durabilité, réparabilité, fin de vie des produits, hein, lutter un peu contre ce qu'on appelle sur les produits, notamment l'obsolescence programmée. Également, ça peut être des critères qui concernent les engagements en matière de diversité et d'inclusion des fournisseurs prestataires que vous allez sélectionner, et également, bien sûr, tout ce qui va être lié à la performance environnementale des prestataires. Donc, ces critères de sélection, il faut les définir. Soyez quand même attentifs à un élément. Les critères de sélection doivent bien entendu porter une pondération. L'idée, c'est que chacun puisse se positionner et répondre demain potentiellement à un marché ou un appel d'offres chez vous, sans qu'il n'y ait de discrimination, bien entendu, au regard d'un des critères. Donc, c'est des pondérations qui vont permettre de sélectionner les fournisseurs qui répondent le mieux aux enjeux et aux critères définis par votre entreprise. Donc ça, c'est un cadre vraiment important. Et dans cette politique d'achat, bah, c'est vrai qu'au travers de cette rédaction-là, ça va nous donner aussi déjà des réponses et des éléments attendus dans les critères du label Destination d'Excellence. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler d'une politique d'achat responsable avec un engagement des objectifs et bien sûr des critères de sélection, sans parler d'une dernière étape pour vraiment finaliser totalement la production de cette politique achat. C'est tout ce qui va être lié au suivi et à la mise à jour, hein, bien sûr, hein. Donc, bien entendu, on va aussi attendre de trouver en interne dans l'entreprise des tableaux de bord, des audits internes, des bilans réguliers, comment dit-on, une révision annuelle aussi au retour des équipes, par exemple, du terrain par rapport aux achats qui ont été faits. Donc, vraiment aussi qu'il y ait un suivi. La cartographie de vos fournisseurs, par exemple, hein, ça peut être un tableau également qui va reprendre les fournisseurs et qui va venir mettre à côté l'ensemble des bonnes pratiques qu'ils ont. Et certaines entreprises, sachez-le, vont même au-delà et vont également avoir des principes d'évaluation de leurs fournisseurs et des prestataires pour vraiment finaliser complètement leur dynamique de politique d'achat responsable. Et donc, à la fin d'un achat, que ce soit un produit, que ce soit un service, il va y avoir une évaluation du produit ou du service qui va justement permettre de définir là aussi le maintien ou pas du fournisseur, donc qui reste référencé, et où tout simplement aussi l'entraîner dans une politique là aussi de progrès pour réajuster les éléments. Donc, on a défini nos achats responsables, on comprend bien que dans une entreprise, dans un office de tourisme, il va être important et intéressant de la poser, hein, de la coucher en fait sur une politique qui est claire, qui est réfléchie, qui est cartographiée. Et puis, bien sûr, ça va nous permettre de répondre à un certain nombre de critères d'ex. Donc, dans les critères d'ex que nous avons effectivement récupérés, alors quand je dis récupérer, c'est parce qu'en effet, comme vous le savez, dans le référentiel, il n'y a pas vraiment un chapitre où on va retrouver tous les éléments liés à l'achat, hein. Il y a plusieurs critères par moment qui peuvent rentrer dans cette dynamique d'achat. Donc, on les retrouve là, donc, notamment le critère 134, qui lui concerne principalement la durée de vie de vos appareils. Donc, l'attendu vraiment ici, c'est d'avoir ben,
de limiter le renouvellement de vos appareils. Donc, c'est finalement avoir vraiment une politique de maintenance de vos appareils, de prévoir des achats de matériel qui sont reconditionnés, d'éviter les renouvellements automatiques. Et ça, typiquement, dans l'épreuve, on peut avoir bien sûr des factures, on peut avoir une liste de réparateurs qui d'ailleurs pourrait très bien apparaître dans la cartographie de mes fournisseurs. Ça peut être des attestations liées également à la production des services ou des produits. Et bien entendu, je vous encourage fortement à l'intégrer dans votre politique d'achat responsable. Et l'intérêt quand même, parce qu'il faut aussi voir que demain mettre en place ce critère dans votre entreprise, l'intérêt c'est que aujourd'hui vous allez réduire vraiment l'impact, parce qu'il faut bien comprendre que la fabrication d'un appareil est souvent 10 fois plus polluante que sa consommation énergétique sur toute sa durée de vie. Donc en effet, limiter la reconduction automatique d'achat d'appareils notamment électroniques, ça va vraiment avoir un bénéfice et pour la planète et également pour vos budgets. Le critère 170, qui concerne là tous les produits d'entretien plutôt écologiques, donc là, l'attendu, c'est d'utiliser des produits principalement labellisés, donc l'écolabel européen, le NF Environnement. Ça peut être aussi bien sûr sur des produits naturels, le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre, etc. Alors bien sûr, toujours pareil, si la réglementation le permet, ça dépend aussi quand même de cet élément-là. L'épreuve que l'on va attendre, c'est éventuellement les factures. Ça peut être également des étiquettes, tout simplement. Lorsque l'auditeur vient sur site, il va aller dans la réserve et il va voir directement les étiquettes. Ça peut être des attestations. Ça peut aussi être, bien entendu, intégré dans la politique d'achat avec le pourcentage de produits labellisés ou écolabellisés que l'on souhaite atteindre. Et également pour ceux qui ont des appels d'offres avec des sociétés, notamment de ménage. La logique voudrait que ce soit intégré pardonnez-moi, le cahier des charges de l'appel d'offres pour que l'entreprise qui intervienne dans l'office de tourisme utilise ces 10 produits. L'intérêt, bien sûr, une fois de plus, quand même, c'est une réduction des risques sanitaires. C'est un multi-usage parce que souvent dans les produits naturels ou écolabellisés, un produit peut servir à plusieurs, effectivement, supports. Et puis, bien entendu, c'est aussi la réduction des déchets et une image aussi positive, quand même aussi vis-à-vis de vos salariés. Le critère 176 à 180, c'est tout ce qui concerne les produits locaux et les circuits courts. Donc, il s'agit vraiment de privilégier les achats locaux ou les produits effectivement que l'on retrouve effectivement sur place. Donc, acheter en circuit court, des fournisseurs situés. Alors, on parle effectivement souvent de 100, 250 km autour, bien sûr, de l'entreprise. C'est vraiment ça la notion du local. L'épreuve, c'est aussi vos factures, la localisation bien sûr des fournisseurs. Je reviens sur la rédaction de la politique. C'est vrai que si vous avez en effet fait la cartographie de vos fournisseurs, on aura également là la situation géographique et ça sera automatiquement aussi une preuve de respect de ces fameux circuits courts. Et puis l'intérêt quand même pour vous, il est clair, c'est moins d'intermédiaires, donc souvent quand même aussi un meilleur tarif. Il y a moins d'emballage, moins de frais de transport, une traçabilité souvent plus accrue. Et donc, potentiellement, ça va aussi entraîner moins de gaspillage. Puis, bien entendu, dans cette notion de produits locaux et circuits courts, c'est surtout et avant tout aussi un soutien aux fournisseurs, prestataires, producteurs locaux et donc un impact sur l'économie locale qui est positif. Sur le 177, nous sommes sur tout ce qui concerne les matériaux éco-labellisés pour les travaux. Donc, c'est un critère effectivement qui concerne les travaux qui ont été réalisés dans les 3 dernières années. Donc, là, je vous invite à réfléchir au regard, bien sûr, de la date de votre audit de conformité et remonter effectivement sur 3 ans en arrière, identifier s'il y a eu ou pas des travaux, bien sûr, réalisés au sein de votre office de tourisme et d'essayer d'identifier avec le prestataire ou le fournisseur si c'était des matériaux avec un label écologique ou d'origine naturelle ou si l'entreprise elle-même qui a fait les travaux était labellisée. Donc pareil, on va retrouver les factures, les certificats. Ça peut être aussi bien sûr sur les peintures, ça peut être aussi sur les isolants qui sont utilisés. Donc souvent, ça veut dire qu'il faut faire une recherche là-dessus. Maintenant, ça veut également dire que si c'est une dynamique vers laquelle vous voulez aller, on pourra l'intégrer aussi dans la politique d'achat responsable et comme un engagement aussi à ce que dans les futurs travaux, il y ait un pourcentage en tout cas de travaux qui soient réalisés au regard bien sûr de matériaux éco-labellisés, éco-conçus ou d'origine naturelle.
Bien sûr, l'intérêt, c'est toujours un peu le même, hein, j'ai envie de dire, c'est l'impact environnemental hein, qui est quand même clairement mis en avant, l'image renforcée, le confort, la santé quand même qui est améliorée, il faut vraiment y penser aussi, notamment sur les isolants, sur les peintures. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des peintures naturelles, c'est quand même plus bénéfique pour la santé, notamment des équipes. Donc, on a un certain nombre d'intérêts, bien sûr, à aller vers ce type de matériaux. Sur le critère 179, nous sommes sur le classement énergétique. Donc, ce classement énergétique, c'est de A++ ou A, hein, ça vous le connaissez également. C'est une étiquette, donc cette étiquette environnementale, elle date de 2021. Vous retrouvez d'ailleurs souvent sur le web les éléments à quoi ça correspond. Tous les équipements électriques, électroniques ne sont pas concernés d'ailleurs hein, par cet étiquetage, hein, je vous dis. Hein. Par exemple, certains ordinateurs ne sont pas concernés par cet étiquetage. Mais dans l'office de tourisme, si vous avez par exemple un micro-ondes, si vous avez un petit frigo, si vous avez d'autres équipements plutôt électroménagers qui sont mis à disposition des équipes, c'est principalement sur cela qu'on va retrouver l'étiquetage. Donc là, bah, la preuve, c'est qu'on attend bah, c'est deux solutions. On a l'étiquette qui est directement posée sur l'équipement. Sur le frigo, sur le micro-ondes, ça arrive, ça d'ailleurs, que ce soit posé. Et auquel cas, bah, bien entendu, ça sera validé ainsi lors de la visite de votre auditeur mystère, soit tout simplement, ça va être par la preuve d'une facture. Ça peut être également une attestation, bien sûr, de la direction d'être effectivement sur des équipements qui sont classés A++ ou A. Et puis, ben, l'intérêt, bien sûr, c'est des économies importantes, notamment sur la consommation d'énergie. On se rend bien compte aujourd'hui dans les études, en fait, qu'un équipement qui est bah, du coup en classe A++ hein, est rentabilisé en fait en moins de 2 ans. Donc là aussi, c'est aller davantage vers ce type d'action. Tous ces éléments donc, sont bien sûr à mettre potentiellement dans votre politique d'achat responsable aussi pour montrer l'engagement vers lequel vous allez tendre et qui permettrait également donc, de vous apporter des preuves au moment de votre audit destination d'excellence. Il n'y avait pas beaucoup de critères, en effet, sur les achats responsables. Malgré tout, hein, les achats responsables, c'est à la fois une exigence qui est quand même croissante hein, et aussi, bah, je vous le rappelle, c'est aussi une opportunité vraiment stratégique pour votre entreprise. Hein, une meilleure image, des économies budgétaires, une conformité aussi, bah, quand même, à certains labels, à certains audits. Hein. Donc, l'idée d'aller un peu plus dans la dynamique d'achat responsable, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'avoir vraiment une réflexion, une politique claire, des actions qui sont progressives. Donc, moi, je vous invite bien sûr à réfléchir hein, voilà, à comment demain vous allez pouvoir déployer au sein de votre entreprise ben, une politique d'achat responsable à la fois engageante et inspirée et qui va permettre là aussi d'apporter au-delà des réponses à destination d'excellence, des réponses ben, tout simplement dans l'économie locale, l'impact environnemental et l'impact social. Je vous invite maintenant, je vais arrêter le partage. Voilà. Et je vous invite à poser des questions si vous avez des questions au regard effectivement de ces achats responsables. On n'est pas nombreux, donc je vous écoute. En tout cas, je vous lis. Pour poser vos questions, hein, vous le savez par cœur, hein, vous allez dans le chat et vous pouvez écrire si besoin votre question. Ou sinon, si c'est tout clair, on peut effectivement aussi mettre fin tout simplement à ce webinaire qui aura duré un peu moins que les autres. Allez, je vois qu'a priori, ça paraissait clair pour tout le monde. Dans tous les cas, et vous le savez, vous connaissez aujourd'hui le système de fonctionnement. Le diaporama qui vous a été présenté sera donc bien sûr disponible. Alors, Véronique n'est pas avec nous, mais je pense qu'en général, c'est à peu près sous une semaine directement dans l'espace dédié sur les webinaires du CRT, donc Occitanie. Vous pourrez aussi le récupérer. Donc, si pour tout le monde c'est bon, alors, je vois juste Michel. Vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une question, Michel? Si vous avez une question, je vous invite à la poser dans le chat, parce qu'en effet, vous ne pouvez pas. Ou c'était peut-être juste une main pour nous saluer, Michel? Bon, eh bien, écoutez.
Nous avons tous des plannings chargés, je n'en doute pas. Donc, je vous souhaite... Ah, c'est bon. Pardonnez-moi, il y a la question arrive. Michel, elle nous dit, je suis en cours de labellisation clé verte. J'ai vu que qualité tourisme devient territoire d'excellence. Différence. Alors, Michel, en effet, qualité touriste devient destination d'excellence. La vraie différence avec Clé Verte, c'est que dans Clé Verte, on n'aura pas le pilier complètement social ni le pilier qualité que l'on va retrouver dans destination d'excellence. Donc, ce sont deux labels effectivement différents qui peuvent quand même être complémentaires. Sachez également que si vous êtes labellisé Clé Verte, vous pourrez également déposer une demande de candidature à destination d'excellence et vous aurez le pilier co-responsabilité qui sera tout de suite validé grâce effectivement à votre obtention du label Clé verte. Donc les deux effectivement peuvent tout à fait se conjuguer et se compléter. Je ne sais pas si ce sera suffisamment clair pour vous, Michel. Super. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à très vite et une très belle saison surtout à tous. À bientôt.